à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Adaptator et à travers, le podcast qui ne voulait pas choisir entre littérature et cinéma, alors on a choisi les deux en même temps. Aujourd'hui je reçois Asina, salut. Salut. Et aujourd'hui on vous parle de Dragon Rouge de Thomas Harris, écrit en 1981 et adapté par Michael Mann sous le titre de Manhunter en 1986. Dragon Rouge, qui est donc le premier roman consacré, on va dire, au personnage, on va dire la trilogie Hannibal Lecter. Non. Tétralogie, pardon. Oui, il y a aussi Hannibal, les origines du mal, oui, pardon. J'ai tendance à oublier que ça existe. C'est un autre problème. Je préférerais oublier également. Voilà. Donc, Dragon Rouge qui donc raconte l'histoire de Will Graham, on va dire consultant pour le FBI, spécialiste en personnalité psychopathique, je veux plutôt le dire comme ça, et qu'on sort de sa retraite pour chercher un criminel appelé Tooth Fairy, qui s'attaque à des familles. Tooth Fairy en anglais est la mâchoire dans le roman en VF. Et pour ce faire, Will Graham devra à un moment donné faire appel à celui qui a provoqué sa retraite anticipée, le docteur Hannibal Lecter, actuellement enfermé pour avoir tenté de tuer Will Graham et pour avoir tué et dévoré plusieurs autres personnes. Tout à fait, donc Tooth Fairy, c'est un tueur en série qui tue les soirs de pleine lune. Et du coup, quand Crawford vient chercher Graham, il lui dit « Bah écoute, la prochaine pleine lune, c'est dans 3 semaines, on a besoin de toi. Parce que voilà, s'il y a une prochaine victime, ce sera de ta faute. » Toujours sympa, comme ça, de se faire manipuler par ses anciens collègues, surtout après avoir vécu le traumatisme, avoir passé un séjour prolongé à l'hôpital, après de dire « Reviens ! Sinon, il y aura un mort et ce sera de ta faute !» Ouais, c'est ça, je me suis dit, c'est super cool. Le gars est peut-être encore trauma, il essaie d'oublier, il se refait une petite santé, là, il a une nouvelle vie sur la plage et tout, et non. Alors, je vais te corriger, ce n'est pas peut-être, c'est explicitement dit. Oui, c'est vrai, c'est explicitement dit comme ça. Le gars est en train d'essayer de reprendre une vie normale après s'être fait agresser. Après, en plus, il a quand même un métier qui était particulier puisque il doit plonger dans les méandres psychologiques et psychiatriques de tueurs en série, ce qui n'est pas quelque chose de tout repos. Il met tout ça derrière lui et on lui dit non. Voilà, c'est non. Tu vois ton trauma, bah ça c'est mon doigt et je vais aller gratter dedans. Donc ça commence comme ça et c'est sympathique. Oui, voilà. Donc effectivement, on est sur des événements qui se passent avant ceux du Silence des Agneaux dont on a parlé dans un épisode précédent. Parce que du coup, Dragon Rouge en fait se termine sur Chilton qui va voir Lecter et dit « Ah, il y a une jeune recrue du FBI qui veut vous parler, mais je lui ai répondu que ça ne vous intéressait pas. » Et Hannibal qui fait « Comment elle s'appelle ?» Et là, ça coupe et j'étais là « D'accord. » Ah oui, vraiment le lien entre les deux, ils ont voulu que ce soit vraiment... ouais, que ce soit explicite. Très, très explicite et très mince. Là où dans le roman, pour le coup, on va divulgacher un petit peu la fin, mais non, on n'est pas sur... on n'est pas là-dessus. Mais on a aussi un indice de ce qui va se passer encore après le Silence des Agneaux, puisqu'on rappelle que le Silence des Agneaux, du coup, n'est pas la fin. Non. Oula, d'un coup, j'ai un trou sur le... Comment il s'appelle ? Ah, c'est Hannibal. Non, c'est Hannibal tout court, le troisième. Hannibal tout court, le troisième, ouais. C'est ça. Oui, c'est du off. L'originalité, c'est non. C'est ça. Mais c'est pour ça que j'ai du mal aussi entre... Bon, il y a Dragon Rouge et le Silence des Agneaux. D'accord, ça marche très bien, mais entre Hannibal et Hannibal, les origines du mal... Mais oui. Alors, déjà, moi, j'ai du mal tout court parce que toutes mes notes, à chaque fois que je devais écrire Dragon Rouge, j'écrivais Hannibal. Et du coup, quand je faisais des recherches, je tombais pas sur les bonnes fiches de film et j'étais là, je ne comprends plus rien. Non, c'est Dragon Rouge ou Manhunter. D'ailleurs, est-ce que tu sais pourquoi le film s'appelle Manhunter et pas Dragon Rouge ? J'avoue, je ne pas savoir. Alors, en fait, parce qu'à la base, c'est comme ça que ça devait s'appeler. Et c'est Dino De Laurentiis qui a dit non, on va l'appeler Manhunter, ce qui a un petit peu contrarié Michael Mann. Mais en fait, l'année d'avant, en 1985, l'année du dragon est sortie en salle et a fait un four monumental. Et du coup, les producteurs étaient un peu frileux. Et surtout, ils voulaient pas que ça sonne film de kung-fu. Oui, effectivement. À cette époque-là, ça aurait pu être... on aurait pu s'attendre à ça. Dans les années 80... C'est ça, voilà, c'était la pleine époque de Bruce Lee. Il y avait plein de ces films qui sortaient avec le mot dragon, donc... Effectivement, c'est pas mal. Alors par contre, il faudra aussi m'expliquer Manhunter, le sixième sens... Alors je comprends, quand on connaît ce qui se passe dans le film, on comprend.
Mais après, c'est vrai que du coup, pour les recherches sur le film, ça a compliqué les choses parce qu'entre Manhunter, qui ressemble beaucoup à Mindhunter aussi, Oui, c'est ça. la série également sur la naissance de la branche psychologique analytique du FBI, et le fait que ça s'appelle Manhunter, le sixième sens. Du coup, nous, de nos jours, dans les années 2020, on pense à M. Night Shyamalan. Voilà. Rien n'a été facile dans la préparation de ce podcast, dès lors qu'il s'agissait de retrouver les œuvres. Et au final, est-ce que le plus dur dans la préparation de cet épisode, ça n'a pas été de voir ce film? Alors, voir le film... Alors, ça a été dur. Ça a été dur parce que c'est un film qui est quand même très daté. Ouais. Et, quand même, il y a deux très beaux moments. Il y a quand même d'excellents moments à mes yeux. Oui, mais j'ai beaucoup soufflé quand même. Ouais, mais après, c'est quand même très daté, effectivement, en termes de rythme. En termes de cadrage, après, le cadrage, c'est très Michael Mann, au sens où je trouve qu'il y a très peu de gros plans. On est très à distance des personnages. Et je sais que c'est volontaire. Hein. Il y a plusieurs films de Michael Mann où il a un peu cette marotte. Et surtout là, m'est avis que vis-à-vis du sujet, il faisait exprès de rester, entre guillemets, à cette distance froide pour traduire la froideur du roman originel et la froideur de ce qui était en train de se passer. Puisqu'on parle quand même d'un expert du FBI qui est capable de rentrer en une telle empathie avec des tueurs en série qu'il est capable de comprendre comment ils ont procédé. Tout, effectivement, on a une partie aussi sur la vie du fameux tueur en série de Tooth Fairy qui se réclamera du nom de Dragon Rouge plus tard. Et également les interactions avec Hannibal Lecter qui, elles aussi, du coup, sont quand même emplies de la froideur du personnage qu'on connaît. Oui. Du coup, moi, un truc qui m'a choqué déjà, qui m'a presque sorti du film tout de suite, en plus du jeu des acteurs et notamment de William Peterson, qui n'était pas mauvais que dans Les Experts, manifestement. Pourquoi ? Parce que, manifestement, ils ont eu les droits d'adaptation. Pourquoi l'avoir appelé Hannibal Lecter ? Moi, du coup, à chaque fois, ça me fait penser à Phil Spector. Et ça me sort de l'histoire. C'est vrai que je pense que c'est pour lui donner un côté germanique. Oui. Allemand. Et voilà, encore une fois, dans les années 80, le film sort en 86. 86, ouais. Les Allemands méchants, c'est encore quelque chose qui parle beaucoup à l'imaginaire collectif à ce moment-là. Je pense que c'est... outre avoir fait appel à un acteur britannique, William Cox, bon, voilà, donc du coup, les Britanniques, avec leur accent... Brian Cox, ouais. C'est William Peterson et Brian Cox. Oui, pardon, je mélange les mélangeons pas. Non, en plus, Brian Cox, il joue bien dans le film. Oui, j'aime pas du tout son personnage, enfin, ce qu'il en a fait. Mais effectivement, lui joue bien. Et... Voilà, c'est quelque chose qui est très différent de ce qu'on a vu d'avec Anthony Hopkins et évidemment de Mads Mikkelsen encore plus tard dans la série Hannibal. Mais moi, pour le coup, j'ai plutôt aimé ce qui... Pas tout le temps, mais la première interaction et ce qui se joue au téléphone, on en parlera plus tard. J'ai trouvé vraiment assez intéressant ce qui avait été proposé là-dedans. Et par contre, ouais, effectivement, l'acteur principal, oula, ouais, ça fait plus que la manière de filmer, c'était les choix de ce qui a été filmé. dès le départ, ouais. Tu vois, parce que t'as des acteurs qui peuvent un petit peu sous-jouer comme ça, tu vois, notamment Ryan Gosling, moi j'aime bien dire qu'il surjoue l'underacting. Ouais. Et là, c'est le néon-acting, en fait. Il y a pas d'acting, il y a rien. Enfin, vraiment... ça m'a rappelé des traumas de dimanche après-midi où c'était les experts en famille, où t'as pas le droit de changer de chaîne même quand ton père y dort. Enfin, vraiment des... Ah oui, je vois très bien. Mais c'est vrai, le non-jeu, ça s'apprend aussi à se jouer. Hein, oui. Parce que Ryan Gosling est un excellent acteur quand il n'est pas dans le non-jeu. Ça, je pense à... Là, en vrai, je pense spontanément à son sketch Papyrus dans le Saturday Night Live, qui est quand même son meilleur rôle, il faut le dire. Regardez ce sketch, cherchez Papyrus, Ryan Gosling, vous verrez à quel point Ryan Gosling est vraiment un acteur extrêmement talentueux dans cette vidéo de 3 minutes je ne peux pas spoiler, mais c'est un rapport avec le film Avatar. Mais du coup, toi, dans la lecture du livre, est-ce que la lecture du livre a été plus agréable que le visionnage du film ? Oui, vraiment, la lecture du livre a été très agréable. À la base, j'ai lu les 4 en me disant on pourra parler des 4 dans ce podcast. Non, on va s'arrêter là, je pense, parce que Hannibal, les origines, j'ai vraiment trouvé ça catastrophique.
Je sais pas si toi tu les as tous lus. Alors non, j'ai pas lu, j'ai pas encore... Non, c'est Hannibal les origines, j'ai pas lu. Non mais en fait c'était tellement catastrophique que j'ai dû aller sur Wikipédia choper le résumé pour le mettre dans mes notes parce que je n'arrivais pas à prendre de notes sur ce livre. Vraiment compliqué. Hannibal j'ai bien aimé aussi, mais un petit peu moins vraiment que ces deux-là, où on sent que c'est le troisième qui l'écrit et que bah, c'est presque un peu un copier-coller. C'est voilà, c'est Clarice Sterling qui a besoin de lui pour résoudre une enquête et du coup il y a encore ce petit jeu de séduction entre les deux. Mais elle va passer ses vacances en Italie parce que c'est ce qu'il lui avait conseillé un petit peu à la fin du Silence des agneaux. Largue ton mec et va vivre avec lui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ce qui est un peu en substance ce qui se passe dans la série Hannibal. Mais on en parlera un moment parce que... Ce qui se passe dans Hannibal tout court. Ouais. Dans le livre, à un moment, c'est ça, voilà. Ils sont dans un chalet tous les deux. Et bref, ce n'est pas le sujet. Non, celui-ci, j'ai bien aimé parce que j'ai bien aimé que là, les crimes concernent des familles entières. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est pas juste, ils tuent pas que des petites vieilles ou que des meufs isolées. Là, vraiment, c'est tout le monde. Ouais, ça c'est quelque chose, effectivement. L'une des raisons, je pense, d'ailleurs, du succès de ce livre, c'est l'effroi qu'il a suscité. C'est pas que les individus isolés, c'est là des familles dont on sait qu'elles ont les moyens, qu'elles sont aisées, en plus, puisque c'est montré, c'est dit dans le livre, c'est montré à l'écran. Ce sont des familles qui ont des moyens par rapport au contexte socioculturel de l'époque. Et du coup, il y a quelque chose qui s'attaque vraiment profondément à la famille, enfin, ce fameux Tooth Fairy, et c'est ça qui est assez intéressant. Je pense que c'est ce qui a fait que plusieurs personnes ont pu être fascinées, c'est parce qu'ils ont été un peu effrayés là-dedans aussi. Et le fait aussi que le tueur aussi a les moyens. Tu vois, il tue pas parce qu'il est pauvre ou qu'il a besoin d'argent, c'est vraiment plus compliqué que ça, mais on voit qu'il vit dans une grande maison, tu vois. Il y a tout ça, c'est pas un pauvre type, entre guillemets, au sens vraiment de pauvreté économique. Ça, d'ailleurs, en plus, c'est aussi un adepte du culturisme. Oui. Et ça qui est intéressant, parmi toutes les caractéristiques, c'est vraiment un peu comme dans Halloween, en un sens. C'est quelque chose qui est dans un milieu très bourgeois. Je parle du film Halloween, pour le coup, du premier. Là, on sent que ça se passe dans quelque chose de très, très bourgeois et ça renforce l'effroi et la fascination. Dans le film, en tout cas, l'image est quand même très travaillée, très léchée, donc il y a un niveau de sophistication qui fait ressortir tout ça davantage. Là, ça permet d'accentuer tout ça. Et il faut dire aussi que pour l'époque, ben oui, c'est un roman assez novateur, puisque on se plonge dans un enquêteur du FBI, mais qu'on a réussi à humaniser. On commence, lui, il a sa vie de famille et tout, il a ses traumas, il a été blessé, il est dans une cabine au bord d'un lac avec des chiens, famille recomposée, mais voilà, on voit qu'il est aimant avec sa femme, avec son fils adoptif, et on vient le prendre, donc là il y a une première identification qui se fait. Puis effectivement on voit, voilà, c'est un criminel qui s'attaque à des familles. La famille, c'est quand même une des choses sacrées dans nombre de sociétés, et encore plus aux États-Unis, dans la culture anglo-saxonne. Voilà, s'attaquer à la famille comme ça, quelles que soient tes opinions politiques, quel que soit ton courant religieux, c'est la famille, c'est sacré. Oui, puis il s'y attaque de manière assez violente. C'est pas juste il en met une balle dans la tête à chacun. Non, il y a vraiment des actes de torture. Et ça, pour le coup, ça a été... je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles ce roman a vraiment marché. Bon, évidemment, oui, aussi puis, avec quelques interactions avec lecteurs, bien sûr. C'est ça, justement, c'est ce que j'allais dire. Je pense qu'aussi ça a marché parce que c'est la première fois, je crois, qu'on va chercher quelqu'un qui est en prison, un tueur en série, un peu de cette trempe-là, pour qu'il nous aide sur une enquête. Tu vois, c'est quelque chose qu'on a vu beaucoup après, mais je pense qu'en 80, ça se faisait pas beaucoup. Ouais, et que c'était, voilà, on va aller chercher, en fait, pour combattre le mal, on a besoin du mal, de quelqu'un de plus maléfique que lui qui va pouvoir nous décrypter un petit peu tout ça. Et voilà, le fait que Hannibal soit psychiatre, ça participe beaucoup à la fascination. En fait, on est tout de suite fasciné par ce personnage en se disant, ouais, mais ça, normalement, ce serait le méchant de l'histoire. Oui. Et en fait, là, et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, du coup, qui fera aussi, d'ailleurs, le succès du Silence des agneaux. C'est cette ambivalence entre la figure de mentor et la figure d'adversaire. Là, je parle de figure au sens narratif du terme.
sur les grandes figures des contes de fées ou des mythes. Là, c'est les figures archétypales, en fait. Hannibal, il est à la fois dans le côté mentor, même s'il y a Crawford aussi, hein, il y a aussi Jack Crawford en mentor, mais il y a quand même une figure du mentor maléfique aussi. Et ça, c'est assez intéressant. Il y a à la fois enfin, c'est le but d'Hannibal Lecter. Hein, il comprend que Will Graham peut profondément ressentir ce que ressentent les tueurs en série, les gens catalogués comme étant détraqués. Et il veut l'attirer vers le côté obscur de la force, voilà, pour faire une référence à la pop culture. C'est exactement ce qu'il veut faire. Et en ce sens, c'est l'adversaire et c'est le mentor. Et ça, c'est bien pensé pour l'époque. C'est pour ça que derrière, il va y avoir un énorme cliché qui va naître, que on va voir récupérer. Mais voilà, Hannibal Lecter, dans Dragon Rouge, c'est la naissance de ce cliché. Oui. Pour essayer de résumer un peu l'intrigue, le déroulé de l'intrigue du livre, et du film aussi, dans le sens. Donc Will Graham est contacté parce qu'effectivement on sait que le tueur va frapper à la prochaine pleine lune, et il commence à enquêter sur les familles, mais en se mettant, voilà, de cette manière de réussir à se mettre à la place du tueur. Il est capable de détecter des indices, de trouver des indices qui n'avaient pas été trouvés jusqu'à présent, ce qui permet de faire avancer de manière marginale l'enquête, mais ça de la faire avancer quand même. Suite à ces découvertes, Will Graham va faire appel au docteur Lecter et va commencer à faire cette première rencontre. Effectivement, pour nous, pas pour eux. Et là, en fait, du coup, comme dans Le Silence des Agneaux, on te place un petit peu tout de suite le personnage de Lecter qui sait des choses sur Graham, enfin, notamment quand il lui parle de son aftershave. Voilà. Il dit, ah, mais c'est un enfant qui vous l'a offert. Comment va Molly? Comment va l'enfant? Voilà, on sait qu'il sait toute sa vie alors qu'il est en prison et que normalement il est censé ne rien savoir puisqu'il est coupé du monde. Alors on se dit, ah ouais, mais quand même, un peu dangereux le monsieur quand même. Ah, ouais, c'est ça. Bah, et encore une fois, on parlait de ce côté super héroïque la dernière fois. D'une odeur, il est capable de déduire énormément de choses. C'est le Sherlock Holmes maléfique. Voilà. Et en plus, voilà, encore une fois, on travaille à nous dire, on nous rappelle qu'il a agressé des gens, y compris en prison, c'est-à-dire quand même en prison, il continue d'être dangereux, que son pouls s'est à peine élevé alors qu'il était en train d'agresser une infirmière en essayant de lui dévorer le visage et la langue, et en même temps qu'il continue à écrire des articles universitaires très prisés pour des articles psychiatriques, extrêmement prisés par le monde médical et le monde universitaire. Donc il continue, voilà, à être en sens une sommité, un grand de ce monde depuis la cellule de sa prison. Et que c'est quelqu'un sur lequel on a peu d'emprise, mais les médicaments ont aussi peu d'emprise, puisqu'à un moment il y a quelqu'un qui propose de le sédater pour lui soutirer des informations, et on lui répond que bah non, parce que ça a déjà été fait l'année dernière, on lui a administré quelque chose de très puissant. Et Lecter leur a juste donné la recette d'une sauce aux champignons, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, quelque chose du genre. Donc non. Bah, ça reste quelqu'un qui aime la nourriture avant tout, et sa vérité, voilà, c'est d'avoir la sauce aux champignons. Donc oui, effectivement, c'est quelqu'un sur lequel il y a très très peu d'emprise, et c'est ça aussi, il faut montrer patte blanche devant lui. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui est assez, qui est très bien fait dans Dragon Rouge et qui sera aussi très bien fait plus tard dans Le Silence des Agneaux. C'est ce côté, alors qu'il est enfermé, c'est lui qui a le pouvoir. Oui. Et c'est ça qui est extrêmement, extrêmement intéressant. Mais c'est pas la seule figure, on va dire, néfaste, outre le tueur, que moi j'ai trouvé intéressante dans le récit, puisque, pour résumer très grossièrement, il y a dans le passé d'Hannibal Lecter et dans le passé de Will Graham un autre personnage commun, mis à part Jack Crawford, donc agent du FBI. Il y a Lowndes, je crois qu'il s'appelle, le journaliste qui s'est repaix de leur relation, de l'affaire de la tentative de meurtre. Freddie Lowndes. Freddie Lowndes, merci. Et qui reviendra dans ce récit pour servir d'appât. Voilà. Totalement. Pour servir d'appât, l'objectif étant de faire rentrer le tueur dans une colère noire, et faire en sorte que, en interviewant Graham, le tueur veuille absolument s'en prendre à Graham, sauf que manque de bol, c'est au journaliste qui a fait l'interview, Lowndes, qui est
quand même caractérisé comme étant quelqu'un de très antipathique. Oui, on nous dit clairement que c'est un fouille-merde, puisqu'il avait réussi à s'introduire dans la chambre d'hôpital de Graham quand il a été attaqué par Lecter pour le mettre dans son journal, le Tetler, dont on comprend que c'est un petit peu un tabloïd pas très respectable. Pas du tout respectable, effectivement. Et quand on sait que Thomas Harris, avant d'être écrivain, était journaliste, je me dis qu'il avait sûrement des comptes à rendre, des comptes à régler avec ses anciens collègues. Voilà. Malheureusement, Freddie Lounds se retrouve lui aussi pris là-dedans, dans sa course à la célébrité. Lui aussi, voilà, il a fini par se faire rattraper par la merde qu'il fouillait. Ouais, voilà. À trop vouloir l'exclusivité, tu arrives aux premières loges des meurtres. Et c'est suite à ça que dans le récit, dans le livre, on va s'attarder sur Dolarhyde et sur son enfance. Donc Dolarhyde, c'est le tueur en série, en fait. Hein. Voilà, c'est Dan Vislard. Exact. C'est vrai. Dolarhyde qui est caractérisé du coup par un bec de lièvre. Tout à fait, ouais. Et qui aurait vécu une enfance très difficile à cause de ça. De sa grand-mère, ouais. De sa grand-mère, du fait qu'il se fasse abandonner par sa mère parce que difforme dès la naissance. Voilà, et sa grand-mère qui a des systèmes de punition assez... Castrateur, on peut le dire. Littéralement, ouais, castrateur et très originaux, parce que non madame, quand un enfant mouille son lit, on ne le menace pas de lui couper la bite. Ouais, c'est... le pauvre enfant défiguré. C'est ça qui est entre guillemets pas mal, mais ça peut paraître aussi un peu facile. Hein. C'est mettre une backstory très très triste à quelqu'un pour justifier un non-sens, que ce soit devenu un tueur en série. Et en même temps, on voit que ça reste quand même dès l'enfance quand il se met à tuer des poules et qu'il ressent des pulsions et un immense plaisir à le faire. Déjà là. C'est ça, il y avait peut-être déjà quelque chose, mais. Et tu vois, pour moi, ça, c'est ce qui était intéressant avec le personnage d'Hannibal, c'est que on savait qu'il était aussi dangereux et qu'il avait cette part de mal en lui, mais qu'elle n'était pas expliquée. Et que donc, de son côté esthète, on pouvait penser qu'il avait eu une enfance normale. Or, quand on lit Hannibal les origines, du coup, tout est foutu par terre. Mais ça, c'est un des grands problèmes quand tu fais des préquels ou ce genre de choses. Hein. Une des choses qui est littéralement fascinante, c'est c'est le mystère. Tout ce que tu peux te construire en tant que lecteur, en tant que spectateur. L'utilisation du terme lecteur ici n'était pas faite à Essian. Mais voilà, tout ce que tu vas charrier, tout ce que tu vas fantasmer, tu te construis, tu t'appropries le personnage de cette manière en ignorant son passé, en voyant juste son présent. Même si évidemment tu peux disséminer tout un tas d'indices, tu peux dire plus ou moins explicitement des choses, quand ce n'est pas dit et que ça reste fascinant, lever la part de mystère, ça peut tuer aussi l'intérêt du personnage. Je disais tout à l'heure que Hannibal voulait l'entraîner vers le côté obscur de la force. L'une des choses qui a beaucoup déçu avec la prélogie, c'est de voir cette origin story là à Anakin Skywalker avant qu'il ne devienne Dark Vador. En fait, si tout se résume en un sens à une histoire d'amour ratée, il voulait se faire sa femme et du coup ça s'est retourné contre lui. Bon, c'est facile quoi, c'est un peu naze. Du coup, on l'aurait vu dans un autre ordre, peut-être que ça aurait marché, mais non, on a connu Dark Vador en tant que Dark Vador, en tant que déjà grand ponte de l'Empire et tout. Là, c'est la même chose. Hannibal Lecter, on le connaît comme cette espèce de super méchant, super vilain, capable d'absolument tout faire, qui a empris sur tout et tout le monde, et extrêmement mystérieux. Et on nous demande de faire avec ce mystère, puisque vraiment les protagonistes qui ont affaire à lui doivent faire avec. C'est-à-dire, ils n'ont aucune emprise sur lui, son passé ne sert à rien, ils n'ont aucune info. Donc non, il n'y a pas d'autre choix que de se soumettre, de montrer patte blanche, de jouer avec lui, pour réussir à obtenir les informations nécessaires. Et on rentre, nous lecteurs et spectateurs, on rentre dans ce jeu aussi. Casser comme ça, à trouver des origines, en plus des origines nazes. Ça part ça casse tout ça. C'est pour ça que quand on veut faire les choses dans le désordre, au sens qu'on veut présenter à un public des choses qui ne respectent pas l'ordre de la temporalité, on commence par montrer le présent ou le futur avant le passé, le présent, etc.
eh ben, faut être sûr que tout ça soit ultra béton. Parce que voilà, après, vouloir jouer avec les timelines comme ça, bon, c'est extrêmement casse-gueule. Hein. Ouais, bah oui. D'ailleurs, c'est une des choses qui, moi, personnellement, ça m'a un peu sorti du roman dès lors qu'on a commencé à nous montrer l'enfance de Dollar Hyde. Parce que justement, jusque-là, on était avec Graham. Et le peu qu'on savait de Dollar Hyde, c'est que c'était déjà une espèce d'immense force de la nature. On savait aussi que voilà, il avait ce problème d'élocution, on savait lié à son bec de lièvre. On savait plein de choses, mais il y avait cette part de mystère encore qui le rendait un peu, qui le rendait lui aussi fascinant. Mais dès qu'on est dans son enfance avec oui, sa mère l'a abandonné, il a été élevé par une grand-mère aux méthodes problématiques qui deviendra folle. Sa mère s'est remariée avec un politicien. Bon. Tout ça, finalement, moi, me fait ressentir un espèce d'immense so what? Oui, bah, en fait, c'est un peu genre, ah, mais du coup, il est méchant, mais en fait, là, je vais vous expliquer pourquoi vous devez le prendre en pitié. Et est-ce qu'on peut pas juste avoir des vrais méchants? Il y a suffisamment de tueurs en série dans la vie réelle, où, effectivement, ils ont eu des enfances assez difficiles comme ça. Moi, j'aimerais bien avoir un vrai méchant, où juste qui est méchant juste parce qu'il est méchant. Sans avoir d'enfance traumatique. Après, c'est... peut-être qu'à cette époque, c'est encore nécessaire, en un sens, à l'époque de l'écriture, voilà, d'essayer de justifier. Peut-être que c'est novateur à ce moment-là de donner une backstory triste à un grand méchant. En roman, en tout cas, même si en film, on sait que ça s'est fait auparavant. Mais en roman, peut-être comme ça, dans ce genre, dans le genre polar, puisqu'on est dans un genre de polar, peut-être que c'est la première fois et que du coup, c'est aussi vécu comme novateur. Et à ce moment-là, c'est compréhensible. Mais voilà, avec le recul maintenant, avec tout ce qu'on a pu absorber, un grand méchant, ça peut suffire à soi-même. Après, bon, comme il y a quand même un minimum on va dire, de recherche psychologique, on sait que nombre de tueurs en série se sont pris Jean le Chauve entre les fesses quand ils étaient enfants, quoi. C'est vrai aussi, souvent les tueurs en série ont eu une enfance traumatique. Oui. Donc c'est peut-être aussi une manière pour Thomas Harris de se légitimer, de se justifier. Ouais, peut-être aussi, Et peut-être que ça vient de là aussi le succès. Hein, c'est ce côté, ah, mais il y a eu, voilà, cette enfance triste et tout. Mais c'est vrai que moi, maintenant, lecteur du 21e siècle, quand je vois ça, je fais, ouais, bon, voilà, il y a des instants sympas dedans, hein, et c'est pas mal écrit. Mais moi, ça m'a un peu sorti du roman à ce moment-là. J'avais assez envie de revenir au temps présent. Quand est-ce que Dollar Hyde va faire son prochain crime? Face à qui? Comment est-ce que Graham va réussir à l'arrêter? Va-t-il réussir à l'arrêter? Et du coup, en tentant d'humaniser comme ça Dollar Hyde de par son enfance, ils essaient aussi de nous l'humaniser dans le temps réel, avec sa collègue, avec Reba. Oui, et ça, je trouve que pour le coup, c'est mieux fait. Mais ça, c'est mieux fait. Parce que du coup, donc, il travaille dans un labo photo, un labo de cinéma. Et il y a une de ses collègues qui est non-voyante. Et du coup, ils vont avoir une petite histoire d'amour, donc qui va être très furtive, hein, puisque ça ne va pas se passer exactement comme prévu. Mais c'est intéressant aussi que du coup, la seule personne à qui il peut se confier, c'est une personne qui ignore tout de lui jusqu'à son apparence physique. Oui, puis même le fait qu'il y ait des énormes morsures sur les victimes et que c'est pour ça qu'on l'appelle mâchoire, on se dit voilà, c'est pour avoir une mâchoire comme ça, quelle taille il fait? Parce que c'est une mâchoire presque animale. D'ailleurs, ce sera bien justifié d'ailleurs plus tard quand, Oui. pour le coup, c'est le fait qu'il ait travaillé sa mâchoire, ça c'est et qu'il ait aussi un dentier particulier. Ouais. Non, tout ça est vraiment très bien pensé. Et son humanisation, effectivement, elle fonctionne à deux moments, je trouve, son humanisation. La première, effectivement, quand on le voit au milieu de son cadre professionnel et qu'on voit qu'il est un peu mis à part et tout, et que moi, je trouve que ça marche bien. Ce moment-là, ce petit côté, bon, je suis un peu mis à part par mes collègues, mais je reste ultra professionnel, je suis très efficace, ça c'est pas mal du tout. Et l'autre moment, c'est justement quand il veut, allez, on divulgage jusqu'au bout, quand il veut écrire à Hannibal Lecter et qu'il se met en mode oh mais je suis fan, mais en même temps est-ce qu'il va me répondre si je lui écris et comment faire, est-ce que il faut que je trouve les bons mots et tout. Oui, il y a vraiment tout ce côté. Enfin voilà, s'il y avait un fan club de Hannibal, Dollar Hyde en serait le président, quoi. Ah mais je collectionne tous les articles sur vous.
Oui, d'accord. As-tu des posters de Hannibal dans ta chambre? C'est peut-être un peu flippant. Voilà, mais ça c'est très drôle. Et vraiment, enfin, c'est à la fois drôle et c'est humanisant aussi. Même le fait qu'il réussisse qu'il se mette en colère face à la description que Graham fait de lui, justement, dans l'article. Et sa justification derrière, qui est absolument extraordinaire, hein, à mes yeux. Je suis désolé, non, mais ça, c'est un moment dans le récit où quand il est face à Freddy Land et qu'il lui dit qu'il commence à faire son discours, son monologue sur ce qu'il est, ce qu'il va devenir, toute la colère qu'il ressent, je fais oh, c'est vachement bien fait. Voilà, tout ça marche mieux à mes yeux pour l'humaniser que l'étalage de son enfance. Même si, encore une fois, c'est pas mal écrit, c'est pas mal fait. C'est juste qu'à ce moment-là du récit, je sais pas, moi je trouve que c'est un peu osef, quoi. En fait, je trouve que ça intervient presque trop tard. Il aurait presque fallu que ça ouvre le roman. Tu vois qu'il y ait une espèce de prologue où on est cette enfance-là. Puis chapitre 1, effectivement, Crawford qui va chercher Graham. Et que ça revienne que après, tu vois. Enfin, il aurait fallu le placer autrement, je trouve. Ouais, c'est ça, ça intervient de manière bizarre. Là, la manière dont tu proposes, ça aurait été un peu cliché aussi, mais... Aussi, ouais. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui marche pas tout à fait à ce moment de l'histoire. Nous décrire ça, en tout cas de cette manière, c'est peut-être juste un peu trop long, hein, en fait. C'est peut-être juste ça, parce que c'est vrai qu'on remonte jusqu'à avant sa naissance, en passant par la mère, la relation avec la grand-mère, enfin entre la mère et la grand-mère. Enfin, c'est vrai que ça prend de la place. C'est une tactique hein, narrativement. On finit sur un point d'orgue, puis on passe à complètement autre chose, mais il faut que ce quelque chose soit suffisamment intéressant pour que de nouveau, quand on revient à la première partie, ça fasse de nouveau un effet électrochoc. Ah oui, mais c'est vrai, il se passait ça. Ça, c'est la tactique baptisée par Hitchcock, Meanwhile, Back at the Farm. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. On fait monter une action, une tension, etc. Puis, pof, on coupe, on va complètement passer à autre chose, et dans cette autre chose, il va se passer quelque chose qu'on a attention, et puis pof, on revient à la première chose. Voilà, c'est l'art de la structure, hein, tout simplement, la structure dramatique. Et là, malheureusement, ça marche pas. Ouais. C'est pas que c'est mal fait, hein, encore une fois, hein, mais c'est vraiment, à mes yeux, le seul point noir de ce récit. Oui. Ça et la traduction française qui est quand même un peu aux fraises par moment. Il y a des fautes. Hein. Vraiment, non, vraiment, il y a de vraies fautes de français dans cette traduction. Oui. Donc nous ne sommes pas sur une traduction de Mireille Le Bailly, hein, comme sur le Silence des agneaux. Ici, c'est Jacques Guillot. Bah écoute, je sais pas. Je sais pas, peut-être la maison d'édition n'en avait vraiment rien à faire, ou il y avait, peut-être dans les années 90, il n'y avait pas de traducteur en France, je ne sais pas. Mais il n'y avait pas de correcteur non plus, hein, parce que vraiment, les fautes de français, on voit qu'il y a des fautes de frappe. Je veux dire, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde de faire des fautes de frappe. Mais dans ces cas-là, tu corriges, quoi. C'est tout. Mais je me rappelle plus, il y a genre un moment, là, je l'ai plus sous les yeux, mais je me rappelle qu'il y a genre, à un moment, il y a un mot qui n'a aucun sens. Il y a un M qui a été remplacé par un G ou quelque chose du genre, mais il y a plein de petites fautes comme ça. Je me dis, c'est Reba qui a fait le manuscrit, enfin, je ne sais pas. Ça pourrait, ce serait franchement justification comme ça, extra-diégétique ou diégétique, en mode, en fait, tout ça, ça a été écrit par Reba et c'est super bien fait et tout. Et tu vois, ouais, tout à l'heure, je disais que Reba, elle connaît rien de lui, c'est faux. Parce qu'elle sait qu'il a un petit souci qu'il a été opéré du palais, parce qu'elle lui dit, vous avez un souci d'élocution sur... Elle ne sait rien au début, elle le déduit. C'est ça, elle le déduit. Elle dit, vous voulez pas beaucoup parler, et le peu que vous parlez, il y a certains sons que vous hésitez, donc je pense que vous avez été opéré... Alors, je sais que dans Dragon Rouge, elle le dit clairement, dans le film Dragon Rouge, vous avez été opéré du palais mou. Je crois que dans le roman, elle le verbalise pas comme ça. Elle le verbalise pas comme ça, tout à fait. En fait... Elle parle de son passé et de personnes ayant subi des opérations labiales ou du palais. Et à ce moment-là, Dolarhyde commence à se fermer. Et elle l'entend tout de suite qu'il a arrêté de parler à ce moment-là. Du coup, elle fait la déduction. D'ailleurs, ça me permet de rebondir sur un petit truc. Thomas Harris, là aussi, nous montre un personnage féminin intéressant. Il le faisait déjà avec Larry Sterling. Enfin, il le fera plus tard avec Larry Sterling dans Le Silence des agneaux. Mais Reba, qui pourtant est une femme aveugle, ne se pense pas en victime. Non. Elle sait qu'elle subit une injustice, qu'elle n'aura jamais tout un tas de choses, mais elle ne se pense pas en victime. Elle le dit elle-même. C'est une des choses qu'elle aime chez Dolarhyde, c'est que Dolarhyde, en fait,
il est pas en train de la materner ou de la voir par le prisme de son handicap. Il n'est pas aux petits soins auprès elle, comme si il se sentait obligé moralement comme chevalier de la vertu. C'est ça, dans le film, dans Dragon Rouge, à un moment, elle dit je n'aime pas la pitié et j'aime encore moins la fausse pitié. Et là, il y a une petite phrase très drôle de Dolarhyde qui la regarde et qui dit je n'ai aucune pitié. Effectivement, c'est très juste. Oui, et ça c'est intéressant, je trouve, voilà, d'avoir mis ce personnage handicapé, et qui même a une fonction, a un métier lié à son handicap, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui évolue dans les chambres noires et qui du coup, à ce moment-là, dans l'histoire de la technologie vidéo, effectivement, il y a des pellicules extrêmement sensibles à la moindre lumière, tellement qu'il faut qu'il y en a qui travaillent avec des lunettes infrarouges, il y en a qui doivent vraiment apprendre à ce moment-là dans l'histoire à travailler dans le noir le plus total, à manipuler. Encore une fois, la vidéo, à ce moment-là, c'est de la chimie, hein. Le traitement de la pellicule chimique, il y a des produits caustiques extrêmement dangereux pour développer, pour faire sortir les films et tout. C'est tout un processus qui doit faire en chambre noire, avec de la lumière rouge ou dans le noir total. Et elle excelle à ça parce que elle vit dans le noir, dans la mesure où elle ne voit pas. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Dans son histoire personnelle, on sait que avant, elle était dans un institut pour aveugles, pour leur apprendre, pour handicapés tout du moins, pour leur apprendre à vivre dans le vrai monde. Sauf qu'elle disait, mais moi, je n'y vivais pas dans le vrai monde et j'avais envie de me sortir de là. Il y a plein de détails. On sait qu'elle aime le sexe, elle le dit. Mais malheureusement, elle dit, mais beaucoup d'hommes ne veulent pas s'embarrasser d'un boulet, et je suis quand même un sacré boulet à leurs yeux, d'autant que veiller à cette logique de pitié, de fausse pitié. Voilà, c'est un personnage qui est extrêmement bien humanisé, et je trouve ça intéressant de voir que Thomas Harris, il réussit dans plusieurs romans à avoir des personnages féminins intéressants qui ne se définissent pas par leur féminité fragile, qui ne se vivent pas comme des victimes, mais qui savent qu'elles sont dans des milieux, dans des contextes difficiles et qui se battent quand même pour sortir de là la tête haute. Et moi, voilà, c'est mon petit côté optimiste là-dessus. Ouais, j'aime bien cette espèce d'élan d'optimisme et réalisme en même temps, parce que jamais il dit que tout est beau, tout est rose là-dessus. En plus, mon Reba, on va continuer à divulgacher, hein, va se faire agresser par Dolarhyde plus tard, donc voilà. C'est ça, voilà, elle est pas très très loin effectivement d'être sa dernière victime, et c'est aussi à cause, en tout cas d'elle ou de son handicap, que ça se termine pas aussi bien que ça aurait dû. Oui. Parce que du coup, une fois donc elle se fait agresser par Dolarhyde, mais il ne la tue pas, il se suicide. Avec des guillemets. Et du coup, quand Graham arrive et la sauve, elle lui dit que c'est bien Dolarhyde qui l'a agressé, mais qu'il faut pas qu'il s'inquiète puisqu'il est mort. C'est oui, j'en suis sûre, il s'est tiré une décharge en plein visage, j'ai posé ma main dessus. Et c'est vrai qu'on le voit dans le film, enfin voilà, elle met la main dedans, et donc on se dit, ok, elle l'a senti, il est mort. Sauf que, attention, si vous n'avez pas vu le film et que vous voulez encore ne rien savoir, c'est trop tard. Ce n'est pas Dolarhyde, ce n'est pas dans le visage de Dolarhyde qu'elle a mis la main. C'était un autre cadavre. Et du coup, voilà, le fait que c'est une femme forte, mais là, comme personne n'a pris la peine de vérifier ce qu'elle disait, parce qu'elle avait l'air tellement sûre d'elle, et qu'elle pouvait pas savoir, je sais pas, de toute façon, si voilà, quelqu'un se fait sauter la tête devant vous, est-ce que vous avez vraiment envie de regarder tout le reste du corps pour être sûr que c'est bien la même personne ? Bon, peut-être que d'autres auraient pu se tromper, même en étant voyants. Oui, après, il y a aussi le fait qu'il y ait des choses qui étaient un peu brûlées et tout. Oui, donc, parce que voilà, il a mis le feu aussi. Donc, il a mis le feu, donc du coup, voilà, c'est dit, hein, Jack Crawford, il a demandé des empreintes et tout, mais le temps que tout ça soit fait, puis tout le monde est tellement soulagé aussi que voilà, cette histoire est derrière nous. Donc ça joue. C'est dans le film Dragon Rouge, dans le film Manhunter d'ailleurs, qu'elle met enfin, je me rappelle pas de ça dans Manhunter. Alors ça doit être c'est dans Dragon Rouge qu'elle met la main. Ouais, vraiment, en fait, elle est à quatre pattes sur le tapis, elle essaie de comprendre ce qui s'est passé parce qu'il y a eu un coup de feu. Et vraiment, elle met la main sur ce qui reste du visage. Et du coup, c'est là qu'elle arrive à se relever et à se dire, jusqu'à l'horloge, il y a 9 pas. Et après, de l'horloge à la porte, il y a tant de pas. Et c'est là qu'elle arrive à... Ouais, parce que, alors oui, cher public, il y a eu
au moins 2 adaptations cinématographiques de Dragon Rouge de Thomas Harris, du coup. Donc, il y a eu Manhunter, Le Sixième Sens, en 86, et Dragon Rouge en 2002. Je crois que c'est 2002. Il me semble que c'est 2002, ou je confonds avec... Non, tout à fait, ouais, 2002, réalisé par Brett Ratner. Et il y a également eu une adaptation sous la forme sérielle. Tout à fait. En partie, oui, voilà. Bon, j'en parlerai après. Voilà, ça sera pour la fin de l'épisode. Oui, c'est parce que... Alors, je vais divulgacher encore plus, hein, je suis désolé. Voilà, dans le film Dragon Rouge, c'est ce qui se passe. Dans le film Manhunter, non, en fait. Il me semble que Dolarhyde, il se fait bel et bien tuer... Enfin, non, je suis sûr de mon coup. Il se fait tuer par Graham dans sa maison. Ce qui fait qu'en fait, du coup, on manque un peu toute une partie... Parce que normalement, la fin, ça se termine par Dolarhyde qui revient chez Graham, qui est rentré chez lui et qui pense être en sécurité. Et non. Parce que Dolarhyde a survécu et vient de l'attaquer chez lui parce que Hannibal lui avait communiqué l'adresse un petit peu plus tôt par petites annonces interposées. Alors que là, du coup, il y a pas du tout ça. Il n'y a pas le fait que Graham a encore mis une fois de plus la vie de sa famille en danger, alors qu'il s'était promis de plus le faire. Ouais, là, c'est vraiment la plus grosse modification de cette adaptation, c'est que Manhunter, c'est un happy ending. Oui. Là où la fin de Dragon Rouge on peut Will Graham s'en sort en vie, on peut pas dire que ce soit un happy ending quand même. Non, voilà, il est sur un bateau il est sur il est sur enfin, un bateau, il est défiguré. Dans le film, il est sur un bateau et il est défiguré. Dans le film, pas tout à fait. Dans le livre, il est défiguré, mais enfin voilà, sa femme l'a quitté. Enfin, on comprend que que sa femme risque très clairement de le quitter. En un sens, c'est normal. Hein, je veux dire, si votre mari se fait poursuivre par des tueurs en série comme ça, et que vous pouvez pas vivre émotionnellement avec ce poids, on peut considérer que c'est normal de vouloir partir, surtout quand vous avez un enfant et que vous devez vous protéger votre enfant aussi. Il n'y a pas de jugement dans ma phrase. Oui, c'est ça. Le livre finit, ouais, ils sont encore à l'hôpital, alors que justement, le film Dragon Rouge, il est sur un bateau. On comprend qu'ils sont partis tous les trois en croisière. Mais la fin est la même, il reçoit une lettre d'Hannibal qui lui dit décidément, vous vous mettez à collectionner les cicatrices, mais rappelez-vous que les plus jolies, c'est quand même moi qui vous les ai faites. Voilà, le petit côté un petit peu prétentieux d'Hannibal, qui s'est toujours appuyé. Alors dans le livre, celle-ci, c'est un peu différent, parce que la lettre d'Hannibal, c'est pas ça, exactement. Dans l'aide d'Hannibal, en fait, c'est vrai. En grosso modo, une dernière fois, il l'invite du côté obscur de la force, en fait. Ouais, je l'ai sous les yeux. Mon cher Will, nous voici, vous et moi, languissant dans nos hôpitaux respectifs. Vous souffrez et moi je suis privé de mes livres. Le bon docteur Chilton y a veillé. Nous vivons dans une époque primitive, vous n'êtes pas d'accord, Will? Ni sage, ni sauvage, il n'y a rien de pire que les demi-mesures. Toute société raisonnable me mettrait à mort ou me rendrait mes livres. Je vous souhaite une convalescence rapide et espère que vous ne serez pas trop défiguré. Je pense souvent à vous. On voit que Hannibal, il a le sens de la punchline, puisque je sais pas si je l'ai noté là. La première fois qu'il parle de Chilton, la première fois que Hannibal parle de Chilton à Graham, il lui dit plutôt macabre, non, avec sa façon de vous triturer les ménages comme un lycéen essaye de dégrafer son premier soutien-gorge. Ouais, là, c'est... non, les lecteurs a beaucoup d'humour, le docteur. C'est un humour très particulier, certes, mais il a quand même beaucoup d'humour. Donc effectivement, à part la fin, c'est quand même une adaptation assez fidèle. Oui, Manhunter est effectivement une adaptation très fidèle. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses que j'ai bien aimées, quand même si encore une fois, le film est lent et l'acteur principal, on en a parlé. Il y a plein de choses dans la mise en scène qui, moi, m'ont vraiment beaucoup plu, et notamment, en fait, il faut comprendre que le super pouvoir de Will Graham, en un sens, c'est son empathie, on va le dire comme ça. Fait qu'il peut vraiment rentrer en empathie avec n'importe qui, et sans faire exprès, il va commencer si vous parlez avec lui, il va commencer à vous imiter. Mais c'est même pas conscient de sa part. C'est lui qui va absorber vos tics, vos habitudes, et qui va petit à petit, sans le faire exprès, vous comprendre aussi comme ça. Et c'est ça, en fait, qui lui permet de rentrer dans la tête de psychopathe, de tueur en série. Et le film Manhunter propose de très belles illustrations visuelles de cette entrée en
en matière. Je vois encore cette scène où il rentre dans les maisons d'une des victimes, chez les Leeds, je pense, ou chez les Jacobi. La toute première les premiers. C'est Leeds, c'est la famille Leeds. Et où il rentre, et la maison est vide, et il se balade comme ça au début, et la voix off, artifice facile, mais comme il parle à la place du tueur, nous, ça nous dérange en tant que spectateur, et ces visions derrière où il imagine la femme Leeds dans le lit, nue, en train de le regarder avec un sourire, et les yeux et la bouche effacés, au sens où, comme si ils avaient gratté la pellicule là où il y avait les yeux et la bouche pour qu'il n'y ait plus que la lumière blanche du projecteur qui se voit. C'est fait vraiment un effet comme si on avait posé des morceaux de miroir à la place, étincelants, et ça rend vachement bien. Enfin, il y a un travail sur le cadre aussi à ce moment-là, des zoom. C'est très très bien filmé ces moments-là. C'est effectivement ce qu'ils ont fait, hein. Ils ont gratté la pellicule. Ouais, je m'en doutais bien en le voyant. Voilà, il y avait quand même peu de doutes, mais ouais, c'est vraiment, ils ont gratté la pellicule. Et ça rend vachement bien. Encore une fois, il faut pas grand-chose pour rendre bien des effets, hein, par moment. Il faut beaucoup d'imagination et du savoir-faire, mais il faut pas beaucoup de budget. Et pareil, même je pense aussi à d'autres cadres, quand on est dans la première rencontre avec Lecter, là, pour le coup, on est vraiment dans une cellule de prison. On n'est pas comme dans Le Silence des Agneaux derrière une vitre. On est vraiment dans une cellule de prison, sauf que tout est en blanc, et qu'il y a un affrontement clair entre Hannibal Lecter qui est en blanc et tout en blanc, et Graham qui est dans des couleurs sombres. Il y a un travail sur le cadre dans ces moments-là. Mais justement, quand Graham rentre dans la cellule, c'est filmé de telle manière à ce qu'on ne sache pas qui est derrière les barreaux. Ouais, exactement. Je sais pas si t'as remarqué, c'est vraiment le contraste. Tu comprends que c'est pas Graham parce qu'il est pas habillé en blanc, mais t'as vraiment l'impression que c'est lui qui est... En plus, il y a pas beaucoup d'espace entre les barreaux et le mur, donc il est un peu à l'étroit, et t'as presque l'impression que c'est lui qui est en cellule, alors que Hannibal, comme il peut faire sa vie presque normalement avec ses livres, ses articles... Alors ça, pour le coup, les livres et les articles, on les voit pas dans la cellule non plus, mais c'est vrai que très facilement... Mais voilà, on sait qu'il y a eu accès, voilà... Le coup du téléphone pour récupérer l'adresse de Graham, mais c'est génial. Ouais, mais c'est vraiment incroyable. Non, c'est très bien pensé dans le livre, et c'est très très bien adapté dans Manhunter. Oui, et dans Dragon Rouge aussi, c'est vraiment bien mis en image. Dans Manhunter, n'ayant pas vu Dragon Rouge, je ne compterai Manhunter, j'aime beaucoup ce moment où il est au téléphone, justement, il fait semblant d'appeler son avocat, il trafique le téléphone pour pouvoir avoir accès à une autre ligne. Et il appelle le docteur Bloom, qui est donc un collègue de Will Graham et un ex-collègue d'Hannibal Lecter aussi, une sommité de monde psychologique. Et en se faisant passer pour quelqu'un d'autre, il réussit à obtenir sa secrétaire, la remplaçante de sa secrétaire, et de là obtenir l'adresse de Graham. C'est très drôle à un moment d'ailleurs, il est en train de triturer le téléphone, il est en train de parler à l'une des secrétaires. Et il lui fait, oui, excusez-moi, je ne peux pas vous parler, mes mains sont prises, dit-il, alors qu'il est complètement en train de trafiquer le téléphone pour pouvoir faire... Et ça, il y a des traits d'humour comme ça qui sont lancés. Je trouve que du coup, sur Brian Cox, son accent british rend le côté très humour british, justement. Oui. Et ça rend les choses un peu assez drôles. Mais ouais, donc voilà, il y a des choses assez brillantes, voilà, dans la manière de filmer. Même si, encore une fois, on vous le dit, le rythme est lent. Ouais, puis même les couleurs font que c'est très daté, c'est très pastel. Enfin... Mais c'est voulu, là pour le coup, le travail des couleurs. C'est ça. Les scènes de nuit sont quand même, pour le coup, toujours aussi belles chez Michael Mann. Enfin, la nuit, c'est vraiment son élément. Il n'y a rien à dire. Il maîtrise. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il y a autant de tons pastel ? Il y a vraiment un gros travail sur les couleurs qui est fait dans le film de Hunter, mais c'est pas particulièrement étonnant puisque, encore une fois, Dragon Rouge, le titre vient de l'une des œuvres de Blake, puisqu'il y a eu plusieurs versions de cette œuvre, The Great Red Dragon, The Woman Clothed with the Sun. Et donc, du coup, comme le tueur est obsédé par cette peinture qui a une dimension très picturale, même d'ailleurs, c'est ce côté modification de l'apparence qu'il veut, ce travail sur l'esthétique qu'il y a. Voilà, du coup, Michael Mann rend ça par son propre travail sur l'image, et ça nous permet aussi de rentrer encore plus dans la psyché des personnages. Mais c'est vrai que du coup, ça reste très froid, quoi. Ouais. Et c'est très beau. Mais alors que tu vois, moi, j'ai trouvé que Dragon Rouge était un meilleur film, parce que ça m'a plus plu, en tout cas. Mais c'est presque réalisé comme un téléfilm. Enfin,
Oui, c'est ce que beaucoup de gens disaient sur Internet, puisque moi-même je n'ai pas vu Dragon Rouge, du coup je n'aurai pas d'avis sur la question, mais il semblerait que voilà, n'importe qui pourrait avoir réalisé le film Dragon Rouge, là où très clairement, au moins dans Manhunter, il y a une patte. Voilà, on sait, voilà, on reconnaît, alors qu'effectivement, là, le réalisateur de Dragon Rouge, donc Brett Ratner, il a aussi réalisé Rush Hour, 1, 2, 3, X-Men, l'affrontement final. Donc, voilà, c'est pas des films qui sont très marqués visuellement, qui n'ont pas de patte esthétique. Donc finalement, Dragon Rouge aura été le moins mauvais de tout ce qu'on aura cité là. Je mets à part encore une fois le film Manhunter, que je continue de considérer comme mon film, même si j'ai du mal à rentrer dedans. Voilà, c'est ça. Moi, je sais que du coup, clairement, ce sera pas mon Michael Mann préféré. Si vous voulez savoir lequel c'est, bah, restez jusqu'à la fin de l'épisode. Sais-tu qui devait réaliser le film à la base? Et alors, je crois que je suis prête à payer très cher. Soit pour voir ça, soit pour ne jamais voir ça, j'hésite encore. Non, j'avoue ne pas savoir. David Lynch. Vraiment, les gars sont dit, on n'a jamais vu ces films, ok, on va lui proposer ça. Non. Enfin, non. En 86, David Lynch, il a fait Dune, Elephant Man et Eraserhead. Et c'est tout. Tu ne lui proposes pas Dragon Rouge. Ou pas non. Le méchant aurait été roux, tout simplement, comme dans Dune. Ouais, ça aurait été Dragon roux, du coup. Non, non, une partie de moi veut vraiment voir ça. Mais en fait, a posteriori, ça a du sens. Mais à ce moment-là de sa carrière de David Lynch, effectivement, on peut se dire que c'est pas effectivement le. Mais c'est ça, surtout quand tu sais que c'est produit par Dino De Laurentiis, c'est à quel point ça s'est mal passé sur Dune. C'était peut-être vraiment une idée au tout début, et après Dune, Dino De Laurentiis a dit non, on va trouver un autre réalisateur. Ouais, je pense que c'est ce qui a dû se passer. Mais en vrai, plonger dans la psyché de serial killer, c'est très clairement. Donc Michael Mann se place assez tôt sur le projet, et tout de suite, lui, en lisant le roman et le scénario, il a tout de suite un acteur, une personne en tout cas en tête, pour interpréter le tueur. Et il justifiera son choix auprès de cette personne en disant « Bah non, mais quand on te regarde, t'as l'air normal, mais en vrai, t'es un psychopathe. » Alors, je vais faire une proposition. Est-ce que c'est Kylie Jenner? C'est William Friedkin. Oui. Je veux dire quand même pourquoi j'ai pensé à Kylie Jenner avant de ça, parce que c'était une très grande athlète. Simplement, et vraiment grand. Et qu'en termes de physicalité, ça aurait pu marcher. Ça aurait marché. Et puis ou William Friedkin, pas vraiment. C'était pas une armoire à glace. Mais du coup, quand il a expliqué ça à William Friedkin, apparemment, il était au téléphone, lui a juste balancé un énorme chapelet d'insultes et a raccroché. Alors, si jamais ça vous arrive, sachez que aux oreilles de votre interlocuteur ou interlocutrice, ça n'efface pas du tout le côté psychopathe. Hein. Au contraire, ça l'accentue. Voilà, sachez-le. Si jamais, ne concluez pas par un chapelet d'insultes comme ça, dites oh là là, quelle mauvaise blague, et voilà. Voilà, je ne sais pas du coup quelle a été leur relation ensuite, mais je pense que ça avait peut-être été un peu entaché. Quel dommage. Mais d'ailleurs, à ce moment-là, de la carrière de Michael Mann aussi, c'est un peu un énorme pari de penser à lui, hein, parce qu'il me semble qu'il sortait d'un four, si ma mémoire est bonne. Il avait fait quelques, je sais qu'il avait fait un court-métrage sur mai 68. Il a fait des choses très auteurs, quoi, mais je crois que son autre film d'avant, son métrage d'avant, je crois, de mémoire, c'est on en parlera après. Sans vouloir trop spoiler, mais en fait, son film juste avant, c'est La Forteresse Noire. Ah, oui, d'accord. Donc ouais, Sixième Sens, c'est que son 3e long métrage. Ah bah heureusement, en un sens, puisque ça lui a permis de décoller quelque part. Voilà, parce que voilà, juste après, il fait... mais 6 ans après, il fait Le Dernier des Mohicans. Oui, voilà, c'est ce qui va le mettre sur la... Non, ok, bon, heureusement, il a fait le Dragon Rouge, du coup. Ça. Voilà. Je sais que ça a été un succès public aussi, donc, relatif par rapport à ce genre de film. Alors que là, effectivement, Manhunter, c'est compliqué. 16 millions de budget, 8 millions de recettes mondiales. Oula, autre four, ouais. Ouais, un début compliqué. Le Solitaire, je sais pas si ça a bien marché, mais c'est vrai que, enchaîner La Forteresse Noire et Le Sixième Sens... Pour retrouver la confiance des producteurs et du système hollywoodien derrière, c'est un peu compliqué, quoi. Oh là là. Comme quoi, il faut s'acharner aussi. Hein. C'est parfois. On parlait des gens dont les mauvais films étaient signature. Parfois, ils ont quand même
une œuvre qui sauvera, qui pardonnera tout. Là, je sais que je suis hors sujet, je m'en moque. Parlons de la série de Tchernobyl. La série de Tchernobyl, la série HBO de Tchernobyl, qui est incroyable. Je vous invite à regarder la filmographie du showrunner. Vous allez en tomber des nues. Dans le lot, il y a The Hangover 3. Mais non. Mais je n'exagère pas. Il a fait des trucs. Vraiment, on sent qu'il a un yes man qui avait dû payer ses factures, etc. Mais vraiment, le showrunner de Tchernobyl, c'est vrai, je ne me rappelle plus, mais je crois qu'il a enchaîné une dizaine de films de cet acabit. Et puis un jour, il arrive, il a écrit Tchernobyl, il va à HBO avec ça, et enfin, bah oui, go. Les gars n'ont pas peur, quoi. Et bah, les gars, en même temps, quand un script est brillant, déjà quand un script est bon, voilà, ça aide. Et puis derrière, je pense qu'il a quand même dû sacrément se vendre en disant non mais regardez, je vous jure, les autres trucs c'était juste pour me faire la main, j'avais besoin de manger, il faut que je paye les factures. Ouais, il a scénarisé Scary Movie 3 et 4. Very Bad Trip 3 aussi, c'est lui. Hein. Ouais, c'est ça. 2 et 3, 2 et 3. Le chasseur et la reine des glaces. Ah, je me rappelle de ça, mais c'est horrible. Je l'ai pas vu. C'est genre spin-off c'est de Blanche-Neige. Ouais, c'est ça. C'est la suite de Blanche-Neige et le chasseur, c'est j'imagine. Ça, exactement, c'est la suite de Blanche-Neige et le chasseur. Et puis là, il vient de scénariser le nouveau film d'Eli Roth. Alors bon, je sais pas ce qu'on peut attendre, mais... Mais voilà, d'un coup, parfois, les gens sont bons pour une chose et une seule. Et bon, Michael Mann, il aura fait plus qu'un bon film, fort heureusement. Oui, bien sûr, mais... C'est vrai que on revenait de loin. En même temps, j'ai vu le film, hein, donc je comprends pourquoi ça n'a pas eu un immense succès public, Manhunter, le sixième sens. C'est très, très particulier. Je me rappelle que je l'avais vu quand j'étais petit à Madagascar, comme 40% de ma filmographie, hein, on va pas se mentir. Mais... de ma filmothèque, pardon. Mais ouais, c'était bizarre. Mais encore une fois, il y a vraiment de très beaux plans dedans. Enfin, encore une fois, on parle de l'attaque de Dollar Hyde quand Graham va sauver Reba des griffes de Dollar Hyde. Il y a des scènes dedans, il y a des plans qui sont extraordinaires. Genre Dollar Hyde qui passe à travers un mur qui est une photographie échelle je sais pas combien de cratères martiens. L'image est, enfin, tout est beau, mais encore une fois, c'est la nuit. Michael Mann, la nuit, c'est son élément. Tu le disais très bien tout à l'heure. Vraiment, il y a même quelques conversations. Il y a une conversation téléphonique entre Graham et Lector. Du coup, puisqu'il va dire Lector dans ce film, qui est même si ce qu'il raconte n'est pas particulièrement intéressant, ça reste bien cadré, bien filmé, et on sent l'échange, c'est très classique et pensé d'un point de vue esthétique derrière. Ça, c'est quand même... voilà. Bon, si vous avez envie de vous familiariser avec ce qu'a été Michael Mann avant le dernier Mohican et toutes vos interrogations sur sa patte graphique, voilà, vraiment, c'est un très beau brouillon, ce film, de ce qu'il réussira à sublimer derrière. À perdre peut-être pour certains films, mais on en parlera. Et donc, la série avec Mads Mikkelsen, qui normalement devrait juste nous suffire à vouloir regarder des choses, mais je n'ai pas le temps. Eh bien, non, il n'y a pas de justificatif valable à ne pas regarder cette série. Je vais arrêter de dormir. Non, soyons sérieux. Sur les 3 saisons, il y en a une petite partie qui est consacrée, du coup, justement à ce qui se passe dans Dragon Rouge. C'est la fin de la saison 3 sur 4 épisodes. De la saison 3, ce sont les 4 meilleurs épisodes, en toute honnêteté. Et je vais parler juste de cette partie-là, Dragon Rouge, avant de repartir de manière plus générale sur la série. Là aussi, c'est quelque chose qui explore beaucoup l'esthétisme, puisque c'est Brian Fuller qui est le showrunner. Pour ceux qui ne connaissent pas, il a été showrunner aussi de American Gods. Il a aussi été showrunner de Pushing Daisies. C'est quelqu'un, en fait, qui est motivé avant tout
par le côté esthétique des projets qu'il veut faire, plus que par le côté narratif, le scénario et tout. Ça transparaît dans l'intégralité de la série Hannibal et dans la partie consacrée du coup au Dragon Rouge. Ça transparaît encore plus et c'est magnifique. Là, on n'a pas évoqué, mais Dola Hyde a un immense tatouage du Dragon Rouge, donc encore une fois l'œuvre de William Blake. Et c'est là pour le coup dans la manière dont filme Fuller en train de ramper au milieu des corps de ses victimes couverts de sang, avec le tatouage qui se meut comme ça dans l'imposante musculature de l'acteur qu'il a choisi. Malheureusement, j'ai pas son nom en tête. Vraiment, c'est magnifique. D'ailleurs, c'est tout le projet de Fuller dans la série Hannibal, c'est de rendre esthétique ou magnifique l'horreur. Pour parler strictement de Hannibal Lecter, dont on sait que c'est un cannibale, nous spectateurs, quand on voit les plats cuisinés, on n'a qu'une envie, c'est de les manger. Alors qu'on sait qu'il y a un risque assez élevé que ce soit de la viande humaine. Tant qu'on n'a pas goûté, on peut pas dire qu'on n'aime pas. Exactement. Mais c'est la dynamique entre Graham et Lecter dans la série Hannibal, par contre, est différente de ce qui se passe dans Dragon Rouge, puisque dans Dragon Rouge, le roman, Hannibal Lecter est déjà enfermé. Toute la série Hannibal se passe avant le silence des agneaux, du coup. Et du coup aussi avant Dragon Rouge. Encore une fois, Dragon Rouge est la fin de la série. Mais ça se passe, là pour le coup, la manière dont on dit la série, c'est que on part du principe que voilà, Lecter ne sera arrêté qu'après, qu'à la toute fin. Ok. Et là, du coup, on est sur ce qui est évoqué au début de Dragon Rouge. On va s'intéresser à tout ce qui se passe entre le moment où Graham, du coup, commence à travailler pour le FBI et ses premières rencontres avec Lecter, où déjà, en tant qu'on fait appel à lui, parce que c'est un psychiatre renommé et qui a écrit des articles extrêmement intéressants sur, entre autres, les serial killers. Et c'est en cette qualité-là qu'on fait appel à lui. Mais c'est dit aussi pour le coup, ça c'est dans le roman Dragon Rouge, c'est écrit aussi, là, tout chronologiquement, c'est pour ça que Graham et Lecter sont rencontrés pour la première fois, pour un meurtre bien précis, en fait, pour lequel, voilà, Graham avait besoin des lumières de Lecter. Autant dans le roman Dragon Rouge, on sait que c'est Lecter lui-même, en fait, qui est le tueur recherché. Mais dans la série, on est vraiment au début de la série, on est sur un autre serial killer. Et d'ailleurs, ça c'est très bien fait aussi dans la série, on commence avec Will Graham, et pendant tout le premier épisode, on ne parle pas d'Hannibal Lecter. On ne parle de lui, on ne le voit qu'à la moitié du premier épisode. Okay. Vraiment, on est vraiment sur autre chose. Et c'est là, pour le coup, ça respecte très bien ce qui a été écrit en termes d'intention, c'est Hannibal Lecter apparaît comme un mentor vers le côté obscur, et un sachant, et un adversaire aussi. Mais ça, c'est ce que nous, spectateurs de la série, on sait, et ce qu'ignorent les personnages. Donc ça, c'est intéressant du coup d'avoir respecté ça. En fait, du coup, la série s'appelle Hannibal, mais le protagoniste n'est pas Hannibal, le protagoniste est bel et bien Will Graham, un peu à la manière du film Amadeus de Forman. Amadeus n'est pas le protagoniste, c'est Salieri. C'est ce qui se passe dans la série Hannibal, et c'est très bien fait, très bien filmé, bien écrit pour 2 saisons, et joué d'une main de maître. Vraiment, un peu comme ces fans qui disent de Doctor Who, ouais, non, tel acteur, c'est mon docteur, David Tennant, c'est mon docteur, Eccleston, c'est mon docteur, Matt Smith, c'est mon docteur. Personne n'a dit Capaldi, c'est mon docteur. Je suis désolé, hein, Peter Capaldi. Mais
Voilà, moi maintenant, mon Hannibal Lecter, ce n'est pas Cox, ce n'est pas Hopkins, c'est Mads Mikkelsen. Mais la partie Dragon Rouge de la saison 3, encore une fois, est très bien. Et c'est vrai qu'il faut être farci un petit peu de ce qui se passe dans le reste de la saison pour comprendre 2-3 enjeux. Mais pas grand-chose non plus, vraiment. Je vous jure qu'une vidéo résumée de 15 minutes sur YouTube, ça marche très bien. Ouais, et puis c'est le genre d'épisode qu'on peut mettre et à côté aller étendre son linge, quoi. Du coup, pour les premiers épisodes. Oui, oui, oui. Je continue de questionner un peu la facilité avec laquelle notre société se tape des choses morbides pendant qu'on fait le ménage ou qu'on fait... Je dis, est-ce que... Pour citer Sam Morrill, l'humoriste, voilà, on est là à savourer des crimes comme si c'était du smooth jazz pendant qu'on fait autre chose. C'est un peu étonnant quand même d'un point de vue culturel, non? Je sais pas. Mais voilà. Mais oui, c'est quelque chose qu'on peut faire. Quand vous avez besoin de rien, les 8 premiers épisodes de la saison 3 de Hannibal sont parfaits. Voilà, si. Quand vous avez vu tous les faits entrer l'accusé, ça passe. Et on juge pas les gens qui ont vu tous les faits entrer l'accusé. Non, mais il y a de très bons épisodes de faits entrer l'accusé. Oui. Vraiment. Vraiment très bon. Mais non, vraiment, je recommande vraiment beaucoup, en tout cas, la série Hannibal, parce que ça reprend un peu aussi tout cet essentiel, et ça montre très bien le super pouvoir de Willy Graham, donc cette empathie extrême, cette visualisation qu'il en a. Et ça respecte très très bien cette caractérisation de personnage qui est mis très à part et qui est jugé un peu bizarrement par ses pairs, du coup, à cause de cette capacité. Parce que même si nous, spectateurs et lecteurs, dans le film Dragon Rouge, dans le... Enfin, Manhunter et dans le roman Dragon Rouge, on cueille Will Graham comme un père de famille. Ben, mine de rien, ses collègues, ils le voient pas du tout comme ça. Oui. Et c'est pour ça qu'il se fait poursuivre par l'un dont nous parlions. Parce que lui aussi, il voit bien que c'est un détraqué et du coup, il va absolument en faire son chou gras là-dessus. Voilà, et ça, c'est respecté. Ce côté, les gens se méfient de Will Graham, c'est quelque chose qui est mis en avant de manière intelligente dans la série. Intelligente, en tout cas, qui est mis en avant dans la série. Ça marche. Et les acteurs sont vraiment bons. Donc, non, vraiment, allez-y. En ce qui me concerne, quand je ne suis pas motivé à faire la cuisine, je me regarde le 7e épisode de la première saison, qui s'appelle Le Banquet. Vraiment, moi je regarde ça, j'ai un peps derrière. Moi, je vous fais un banquet pour 12 personnes, il n'y a pas de problème. Moi, je suis parti, hein, vraiment. Tous les plats ont l'air succulents. Je suis désolé. Non, je suis pas désolé. Il faut le dire, c'était un travail voulu. Ils ont dû faire appel à des gens. Ils ont créé la profession d'expert culinaire en un sens expert culinaire de l'horreur, j'entends. Parce qu'il s'agissait à un moment, on voit de la nourriture qui a pourri pendant des jours et de réussir à esthétiser ça. Ouais, c'était le frigo d'Amélie Nothomb. J'aime beaucoup cette image. Voilà. De temps en temps, voilà, Hollywood crée des métiers très très improbables, voilà, de experts esthétiques de nourriture détraqués. Voilà, en termes de métiers improbables, je pense d'un coup au film Loup de Wall Street, hein, qui a vu la naissance de coordinateurs de scènes de sexe. Comme quoi, Hollywood a vraiment besoin de tout. C'est l'heure de la question rituelle. C'est quoi ton Michael Mann préféré? Alors, mon Michael Mann préféré... Ah, ça, c'est dur. C'est dur. Je pense que je vais quand même dire Collatéral avec Tom Cruise. Parce que même, bon, le dernier des Mohicans est un immense classique. Heat, c'est trop cool, c'est génial aussi. Mais Collatéral, encore une fois, on parlait des scènes de nuit de Michael Mann et Collatéral, tout se passe en une nuit, c'est tellement bien fait. C'est Tom Cruise qui à ce moment-là est à contre-emploi. Mais ça marche tellement bien. D'ailleurs, tu parlais de Charles Friedkin, mais pareil, celui qui a joué William Bates dans American Psycho, Christian Bale. Christian Bale a dit qu'il s'était inspiré de Tom Cruise pour le personnage. Voilà, là aussi, il y a un côté, quelqu'un qui a l'air très normal mais qui est un gros psychopathe dans le fond. Pour Tom Cruise, ça marche sans doute. À un moment dans sa vie, en tout cas, quand il était très très atteint par la coke et la scientologie. Mais voilà, quand il arrive comme ça dans Collatéral, où
où il fait ce tueur à gages qui veut faire tous ses contrats en une nuit. Non, c'est beau, c'est bien joué, il y a une tension permanente. D'ailleurs, après, je trouve que ces films sont moins bien. Après Collateral, de mémoire, Miami Vice, ça sort après. En fait, après, il a fait donc Miami Vice, Public Enemy, Hacker et Ferrari qui sort fin d'année, je crois. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai pas vu Hacker, mais ça avait pas l'air ouf. Et Public Enemy, c'est peut-être que je m'attendais à un autre film. Peut-être que les bandes annonces étaient pas bonnes, mais je m'attendais à un autre film et du coup, je suis pas rentré dedans et j'ai finalement trouvé le film assez quelconque, quoi, assez osef. Moi, je l'ai vu, c'est le premier Man que j'ai vu et je l'ai vu avant de savoir qui était Michael Mann. Moi, j'y suis juste allé pour Johnny Depp. Ouais. Donc, moi, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Je l'ai vu en salle et je l'ai pas revu depuis, mais ça m'a pas marqué, quoi. Ouais, c'est sur le plus grand criminel des États-Unis qui a donné naissance, enfin qui a forcé la naissance du FBI. On s'attendait à quelque chose et je ne sais pas, quelque chose. Il y avait Marion Cotillard aussi à ce moment-là quand elle était et Christian Bale, voilà, tout ce beau monde. Et je ne sais pas, la mayonnaise ne prend pas pour moi. C'est pas que c'est un mauvais film, encore une fois, hein, c'est vraiment osef, quoi. On s'en fout. Alors on s'en fout, ça reste beau, hein, je veux dire au sens où c'est quand même, l'image est très loin d'être moche. Il y a une patte, il y a une réalisation, il y a du vrai jeu d'acteur dedans, même si je sais, enfin Johnny Depp justement pour la première fois depuis longtemps, il faisait exprès d'avoir un jeu très rentré, très culturel pour casser par rapport à l'image qu'il avait suite aux Pirates des Caraïbes et autres projets où il était très foufou comme ça. Là, il fait quelqu'un de très froid et ça marche bien, mais le film est pas mémorable, quoi, à mes yeux. Encore une fois, vous avez le droit de trouver que le film est très bien et c'est sans doute vrai puisque je pense que le film est bien. C'est juste que il est pas à la hauteur quand je le compare à Collateral, quoi. Et pareil pour Vice. Alors c'est marrant parce que je sais que Michael Mann il a produit les Miami Vice, justement les deux flics à Miami, et beaucoup de gens ont critiqué l'écart qu'il y avait par rapport à la série, le ton. Michael, je vois toute la réalisation dans Vice, mais le film en lui-même, voilà, je suis pas transporté particulièrement par l'histoire. Après, voilà, d'un point de vue esthétique, c'est très bien. Il y a un travail sur le son dedans qui, moi, m'a un peu dérangé. Mais il y a un travail sur le son, quoi. C'est vraiment, je comprends l'intention, je comprends. Les coups de feu sont assourdissants, les explosions aussi. D'un coup, ils désexualisent l'action. Mais du coup, ça fait pas nécessairement une expérience très agréable au cinéma, je trouve. Et c'est peut-être pour ça que j'ai pas un immense souvenir de The Vice. Parce que je réalise que j'allais faire un produit de qualité, mais le rendu ne me fait pas rentrer dedans. Là où dans Collateral, on n'était pas dans de l'action sexy non plus. On était quelque chose, encore une fois, Michael Mann, quand il fait de la nuit froide, il le fait très bien. Et il avait trouvé cette juste limite dans Collateral pour moi. Donc voilà, Collateral est mon Michael Mann préféré. Peut-être d'ailleurs aussi mon Tom Cruise préféré en toute honnêteté. Moi, je crois que c'est le seul film avec Tom Cruise où j'ai pas envie de le tuer, donc... je voulais juste rajouter quelque chose, moi, sur l'adaptation Dragon Rouge en film, parce que j'ai oublié et ça vient de me revenir. Moi, je l'ai regardé hier soir, et pour plein de raisons, je l'ai regardé en français. Et la voix française de Dollarhide, au tout début du film, je me suis dit, mais franchement, bon travail de doublage, mais je connais cette voix, hein, vraiment. Donc j'ai fini par faire pause et aller voir sur Wikipédia. Dollarhide est doublé par Francis Lalanne. Et du coup, ça m'a perturbé sur la suite de mon visionnage, hein, je dois bien l'avouer. Voilà, c'était le petit trivia bonus. Pour moi, ça a du sens. Faire doubler un psychopathe par Francis Lalanne, c'est une idée de génie. Je ne sais pas qui a eu cette idée, mais c'est génial. Et voilà, il n'a pas doublé que des Disney. Je savais même pas qu'il avait doublé. Et pourtant, c'est un film que tu as vu. Sans doute, hein, j'ai vu nombre de... Je n'ai pas vu tous les Disney depuis quelques années maintenant. Je ne peux plus dire que j'ai vu tous les Disney. Tu vois la chanson du bossu dans Notre-Dame de Paris ? Oui. Bah, c'est Francis Lalanne. Ah ben franchement, beau travail. Faut dire ce qu'il Ouais, est. non, voilà, c'est
un bon doubleur à défaut d'être bon dans autre chose. Mais c'est le syndrome Franck Dubosc dont nous parlions la dernière fois. Il y a des gens qui devraient se concentrer sur leur force, leur véritable force, et faire le deuil d'autre chose, peut-être. Voilà. Non, mais bon, ça, se dit en passant, évidemment, chacun fait bien ce qu'il veut là-dessus. Pareil, Laurie, elle avait doublé Barbie dans plusieurs films, et ça marchait très très bien. Et Clochette aussi, je crois. Donc ça marchait très bien. C'est bien quand les gens réussissent à renouveler leur carrière. C'est toujours quelque chose de plaisant, c'est quelque chose d'encouragé. Hein. Et donc moi, mon Michael Mann préféré, nous en parlions tout à l'heure, c'est La Forteresse Noire. Pour plein de raisons, notamment parce que la créature est designée par Inky Bilal. Donc à partir de là, moi quand j'ai appris ça, j'étais là, il faut que je voie ce film. Et donc il est trouvable sur Amazon. Moi je l'ai chopé sur Amazon, alors du coup c'est un import. Donc il y a ni VF ni sous-titres français, donc malheureusement pour ceux qui en ont besoin, il va falloir encore attendre, mais je crois qu'il est dispo sur quelques plateformes maintenant. Je crois qu'on peut le trouver, là je vois sur Amazon et Netflix, alors je sais pas si c'est en France, mais... Et donc tu connais l'histoire ? Oui. Oula, ça fait une éternité que je n'ai pas vu La Forteresse Noire. Hein, mais... Ah mais voilà, donc du coup pour ceux qui ne connaisseraient pas l'histoire, donc nous sommes en Roumanie en avril 41, et en gros des soldats allemands vont investir un petit village et devoir se battre contre un vampire. Ou un démon juif. Au début on sait pas trop. C'est un petit peu compliqué. Et c'est un film c'est un film très malade. Hein. La projection a été très compliquée puisque Michael Mann voulait vraiment en faire un grand film d'horreur très stylisé, très philosophique. Et donc il livre un premier montage de 3h30. Les producteurs disent c'est génial, mais ça fera 1h30 pas plus. Si on ajoute à ça le fait que le superviseur des effets spéciaux meurt pendant le tournage, enfin vraiment, il y a rien qui n'allait sur ce tournage, ça a vraiment été une catastrophe. Mann a failli arrêter le cinéma juste après ça, tellement ça s'était mal passé, mais finalement, voilà, il est revenu au cinéma, et tant mieux. Tant mieux, il a quand même fait plein de bons films derrière. Et voilà, puis la musique de Tangerine Dream aussi, voilà, qui vient ajouter une petite part de mystère. Et donc voilà, moi c'est peut-être un petit peu ma passion pour les films malades et les films un peu oubliés, mais c'est vraiment un de ceux que je préfère. J'ai pas vu tous les Michael Mann non plus, hein, mais par exemple j'ai jamais vu Le Dernier des Mohicans. Il faut que je le rattrape. Et j'ai pas vu Miami Vice non plus, ni Ali. Ah, je n'ai pas vu Ali. Révélation non plus, j'ai pas vu. Le Solitaire non plus. Et ouais, Hacker non plus. Donc, Ali, c'était pas avec... Comment il s'appelle déjà ? C'est Will Smith. C'est ça, oui. C'est Will Smith et Jamie Foxx. C'est ça. Je voyais l'acteur, je le voyais en train de mettre une baffe voilà. pendant les Oscars, mais j'avais oublié son nom l'espace d'un instant. C'est donc sur la gifle de Will Smith que se conclut cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Bah, on reste dans les psychopathes ayant l'air normal, hein, quelque part. Exactement. Je ne poste pas beaucoup de news, mais si vous voulez nous suivre, le lien du compte Instagram est dans la description, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à nous laisser une note ou un commentaire sur les applications d'écoute qui le permettent. Je remercie le tipeur du mois, M. Tichel. Si vous voulez le rejoindre et nous soutenir financièrement, le lien du Tipeee est aussi en description. À bientôt pour un nouvel épisode, et n'oubliez pas, lisez des films, regardez des livres, ou le contraire, c'est encore mieux.